Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Plusieurs petits messages. Juste là, comme vous êtes en train d'écouter sur la chaîne YouTube, pourquoi vous vous abonnez pas? Ça ferait bien mon affaire, ça vous coûte rien. Puis vous allez avoir une notification, un avis qu'il y a un nouveau podcast. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est possible de partager le podcast. Ça ferait notre affaire également. Et en échange, je pourrais faire deux choses, moi. Vous donner la chance de gagner 100$ si vous écrivez l'indice du jour sous le podcast dans la section commentaires sur la chaîne YouTube. Et ça, l'indice du jour, je vais vous le donner à la fin du podcast, puis vous allez être capable donc de l'indiquer. On fait le tirage dimanche. L'autre chose, 15% de rabais pour vos achats chez Rugiobec. C'est une entreprise de... Comment on va dire ça? C'est du linge de construction, de l'équipement de construction, pas des outils, mais des choses pour vous faciliter la vie, des équipements de protection comme par exemple des bottes, des pantalons qui empêchent les coupures, des gants anti-perforation, toutes sortes d'affaires comme ça pour protéger vos oreilles, etc. C'est sur Saint-Joseph, c'est reconnu, là. Écoute, les gens de construction, ils connaissent. Quand tu as besoin de quelque chose de construction, c'est là que tu vas. Alors, si vous êtes un bricoleur du dimanche puis tu veux t'acheter une bonne paire de bottes, c'est là que tu vas. Une bonne paire de gants, c'est là que tu vas. C'est ouvert pendant la pandémie, mais la vente en ligne se fait, puis vous pourriez sauver 15% si vous l'achetez en ligne. C'est extraordinaire. Alors, en utilisant le code ROCK15, vous allez sauver 15%. Chez Riobec, ils sont juste en face du Harvey sur Saint-Joseph, dans le secteur Hall. Bon, aujourd'hui, deux sujets en lien. Grosse journée d'actualité en matière de COVID aujourd'hui. Alors, le premier ministre a annoncé que pour l'Outaouais, pour le restant de l'Outaouais, donc Gatineau, entre autres, principalement, eh bien, on va passer, écoute, on est en train de se réjouir, là, mais on va passer en jaune rouge normal. Ce qui veut dire quoi? On va quitter la rouge foncée, là, puis les mesures extrêmes. Et lundi prochain, on va revenir en rouge, ce qui va vouloir dire que le couvre-feu passe à 9h30 le soir. Ce qui veut dire que les écoles secondaires vont réouvrir, mais en alternance pour 3, 4, 5. Pauvres autres, là. Ça fait 5 semaines qu'ils sont à la maison, en train d'apprendre à distance. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas facile, la motivation. Et là, on va leur dire, pour votre dernier mois d'école, c'est en alternance. Et c'est pas évident. Moi, vous dire quelque chose, c'est vraiment pas évident. Je pense aux élèves là, du secondaire, c'est pas simple. Alors ça, c'est la deuxième mesure. Puis la troisième mesure, c'est que les commerces non essentiels vont réouvrir aussi à partir de lundi. Bon. C'est pas par charité, là. C'est pas par charité. Les chiffres nous indiquent qu'on est rendu là. Et comme je vous le disais, là, c'est quand même ironique de se réjouir d'être en zone rouge. Je reprends les propos de Mathieu Lacombe, parce que lui aussi il trouvait ça un peu bizarre de se réjouir d'être dans zone rouge, alors que les chiffres sont très, très bons. Puis les chiffres nous approchent beaucoup plus du orange. D'ailleurs, l'autre chose que le premier ministre a annoncé, c'est qu'il demandait aux services policiers de maintenir le contrôle à la frontière, mais pour éviter que les Ontariens viennent d'un commerce du côté québécois. Et là, du côté ontarien, c'est pas ouvert. Encore. Alors, bonne chance. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça. J'ai hâte de voir combien de plaques de l'Ontario vont être au Costco à partir de lundi, là. J'ai bien hâte de voir ça. C'est ça qu'il y a quand on n'est pas capable d'harmoniser des mesures. Je ne suis pas en train de dire qu'on aurait dû garder ça fermé, là, mais ça cause des enjeux lorsqu'on n'a pas de mesures harmonisées avec l'autre côté. Par rapport à cela, par rapport à la situation de la COVID en Outaouais, puis la pandémie, tout ça, j'ai 3 commentaires. Premièrement, au niveau de la vaccination, on est encore... C'est le secret. Hein? C'est le secret de sortie de crise. Tout le monde dit ça. Là, c'est le temps et c'est la place aux jeunes. Les prises de rendez-vous semblent bons, mais il en demeure pas moins qu'on est encore dans la mauvaise gang. Les chiffres sont moins bons qu'ailleurs, dans bien des régions. Les taux de vaccination en Outaouais. Et cela étant dit, je trouvais ça plate de voir que le gouvernement a émis un communiqué ce matin qui nous annonce calendrier, je ne sais pas si vous voyez, oui, alors calendrier d'ouverture des pôles de vaccination en entreprise. Puis, le gouvernement a annoncé ce matin qu'il y avait 16 entreprises partout au Québec, puis des grosses affaires là, qui étaient pour prêter main forte pour vacciner les gens. Et ça commence dans la semaine du 10, après ça dans la semaine du 17, 24 puis le 31 mai.
Puis il y a des groupes, là, comme par exemple, bon, vous le savez, on utilise l'aéroport de Montréal, mais tu sais, la Banque nationale, Bell, Couche-Tard, le groupe CH, Métro vont s'occuper de ça, les industries sur la Côte-Nord, Rio Tinto, le pôle de coopération Desjardins, Saputo. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises qui vont prêter main forte. Puis c'est très bien. Puis l'objectif, c'est de permettre que chacun des centres de vaccination puisse accueillir entre 15 et 25 000 personnes d'ici le mois d'août, entre le mois de mai et le mois d'août, pour qu'ils soient vaccinés. Et ça s'ajoute aux gens, aux entreprises qui sont déjà là, comme CAE, comme Cascade, qui est déjà là, Pratt Whitney, etc., des grosses entreprises. Le drame que je trouve, moi, là-dedans, c'est que on n'a aucune entreprise en Outaouais qui contribue à ça. On n'a pas été capable, le gouvernement n'a pas été capable, le CISO n'a pas été capable de convaincre aucune entreprise, alors que des employeurs, on en a des gros. Alors que, par exemple, le casino est vide, alors qu'on a des employés qui sont sans emploi présentement, alors qu'on a des entreprises comme Hydro-Québec qui pourtant vaccinent ailleurs. On a des entreprises comme Bell, comme Vidéotron, des gros joueurs. Ici, on a des Kruger de ce monde, etc. Puis il n'y a aucune entreprise qui décide de participer à l'effort collectif, alors que les taux de vaccination ne sont pas très bons. Je ne peux pas juste lancer la pierre aux entreprises. C'est un effort concerté, là, puis on dirait que c'est Mathieu Lacombe semble dire c'est bien plate, une chance que la ville passe 50 employés pour aider le CISO, puis dans toutes sortes de choses. Je trouve ça dommage que l'Outaouais, on n'est pas capable de se mobiliser. Puis c'est encore plus dommage de voir que la Chambre de commerce de Gatineau, encore une fois, dort sur les lauriers, n'a pas été capable de mobiliser la communauté d'affaires pour tenter de promouvoir ça plus ardemment. C'est bien dommage. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire, c'est encore une fois sous le thème de l'incohérence. Puis ça me fait bien de la peine de vous parler de ça aujourd'hui parce que mon cœur saigne beaucoup pour des restaurateurs. Et ce qui me fait fâcher, moi, c'est que dès l'annonce du premier ministre, j'ai vu une publicité Facebook de la part de la Maison de la Culture nous annoncer qu'on ouvrait la salle de spectacle à partir du 17 mai. Expliquez-moi, là, comment est-ce que c'est logique d'ouvrir une salle intérieure pour des spectacles alors que c'est une salle municipale, pas en train de survivre, de manquer d'argent pour survivre, là. Alors que c'est à l'intérieur, puis c'est municipal, pourquoi c'est plus important d'ouvrir la Maison de la Culture que d'ouvrir les terrasses lundi? Je suis allé sur Météo Média, il va faire un beau 20 degrés. Je ne suis même pas en train de demander d'ouvrir l'intérieur des restaurants, là. Même pas là. Mais on garde des terrasses de restaurants fermées, mais on permet à une salle de spectacle municipale, subventionnée beaucoup, par notamment l'histoire de l'immeuble, etc., les taxes, bon, etc., on est en train donc de permettre à une salle de spectacle, moi aussi j'aime ça des spectacles, mais on est en train donc de favoriser une salle de spectacle municipale. On est en train de dire aux artistes, vous autres, vous êtes capables de survivre, c'est correct, viens faire de l'argent à partir du 17 mai. Mais on dit encore à des restaurateurs qui payent des taxes municipales, non, toi, continue à être fermé, ouvre pas tes terrasses, continue à payer tes taxes municipales pour être capable de subventionner celui que je vais ouvrir lundi, une salle de spectacle. Trouvez-vous ça que ça a du bon sens? Moi, je trouve pas que ça a du bon sens. Puis on garde des infrastructures intérieures fermées pour faire du sport, mais on permet aux artistes d'être sur les planches. Ça non plus, je trouve pas ça une bien bonne idée. C'est ça l'incohérence. Puis c'est ça on a de la misère à comprendre ça. C'est quoi la logique derrière ça? Évidemment, il y a des gros lobbies derrière ça. Mais je trouve ça particulièrement plate de voir qu'est-ce qu'on permet, puis qu'est-ce qu'on permet pas. Puis je trouve que les restaurateurs ont assez donné, là. Puis que d'ouvrir des terrasses quand il va faire un beau 20 la semaine prochaine, on est rendu à mi-mai, là, ça aurait pu donner un petit coup de pouce. Ben non. Mais on préfère, par exemple, ouvrir les salles de spectacle comme la Maison de la Culture. Alors que ça, on aurait pu s'en passer. Et finalement,
la troisième chose, c'est que c'était pathétique. J'ai écouté tout le point de presse aujourd'hui. C'était pathétique d'écouter les réponses quand on posait des questions à M. Legault, à M. Dubé, puis à M. Arruda, puis il se lançait à la balle, il faisait des jokes là-dessus, sur le plan de déconfinement, là, sur le plan de réouverture. C'est quoi notre plan de match, là? Vous vous en souvenez, M. Legault a décidé d'utiliser le modèle de la Saskatchewan. C'est assez simple, 3 étapes. Étape 1, si on a 70% du monde de 40 ans de vaccinés. Après ça, si on a 75% du monde de 30 ans de vaccinés, puis 75% du monde de 18 ans de vaccinés, puis on va ouvrir des affaires en fonction de ça. Alors, ce qu'on nous a dit aujourd'hui, c'est essentiellement deux choses. Je vais résumer ça à mort, là. Deux choses. Premièrement, comptez pas sur le Québec pour faire ça simple. Parce que c'est bien trop simple en Saskatchewan, puis nous autres, on va avoir plus de critères que ça. L'histoire de la vaccination, c'est correct, mais il y a d'autres affaires que ça. Parce que nous autres, on est bien plus smart. Et nous autres, là, écoute, hein, les boutons à 4 trous, on connaît ça. Fait que là, nous autres, ça va être plus compliqué que la Saskatchewan. Puis deux, on n'est pas prêt. Pourquoi on n'est pas prêt? Qu'est-ce qui se prend tant de temps à établir un plan? Regardez ce qui se passe aux États-Unis, là. Les États, ça ouvre, ça enlève toutes les mesures de... Puis la vaccination va bien, va mieux, mais quand même, écoute, il n'y a plus de masse. Je regardais du golf en fin de semaine pour le Wells Fargo, le tournoi de Wells Fargo, puis il y a des milliers de personnes sur le terrain, ils n'ont pas de masque. Regardez les games de baseball, tu sais. Qu'est-ce qui est si compliqué, nous autres, d'avoir un plan qui dit, voici, quand on va avoir atteint ces cibles-là, on va faire telle affaire. Le problème, c'est pas le plan. Le problème, c'est qu'on ne veut pas de contraintes. On veut être capable au gouvernement de jouer dans le flou artistique pour être capable d'être arbitraire. C'est ça la vraie histoire. Parce qu'une fois que tu déposes un plan puis tu dis voici, quand on va avoir atteint ça, je vais faire telle affaire, bien, ça enlève un peu d'intérêt dans le point de presse, mettons. Hein? Ben oui. Puis ça laisse pas beaucoup de place, donc, à l'arbitraire puis à la politicaillerie là-dedans. Le gouvernement décide de garder ça comme ça. Puis pourquoi je disais qu'il faisait des jokes? C'est parce que ça se relance la balle. Les trois, j'ai bien de la pression. Mon PM, il me met de la pression pour faire le plan. Puis hey, moi, je mets bien de la pression pour le ministre de la Santé qui fasse le plan. Puis moi, Arruda, oh, la courbe, là, bien important. Mais là, le plan, à un instant, là, compliqué. Bullshit, là. Bullshit. En tout cas. Fait que ça, c'est la troisième chose que je voulais vous dire. Alors, une assez bonne nouvelle. Finalement, on sort un peu là, de ces mesures de contrôle absolument sévères qui étaient nulle part ailleurs en Amérique du Nord, en passant, ce qu'on vivait à Gatineau. Puis là, imaginez, on est rendu à être content d'avoir un petit peu... Hey, je vais être capable de rentrer à 9h30, tu sais. Rendu à mi-mai, il va faire 20 dehors. Mais ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, moi, c'est encore une fois l'incohérence là, de ces mesures. Je veux terminer aujourd'hui avec un sujet que j'avais décidé de vous parler la semaine passée. Finalement, l'actualité m'a empêché de le faire. Parce que j'ai écouté pas mal les points de presse ce matin des chefs en prévision de la période de questions aujourd'hui. Et le PQ et les libéraux, notamment, et le premier ministre du Québec, se sont fait poser des questions par les journalistes de TVA concernant la page frontispice du Journal de Montréal, à l'effet que c'est la première fois dans 100 quelques années là, que le Canadien affichait une formation avec sans aucun Québécois. Puis il demandait à des policiers, qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais ça vous parler de ça. J'aimerais ça vous parler de hockey un petit peu. Parce que j'ai eu la chance à la fois d'être politicien, puis en même temps un papa de hockey. Je pense que vous le savez, là, Vincent. Vincent, je pense que je sais de quoi je parle un peu, là. A passé à travers tous les cerceaux du hockey mineur et de la structure Hockey Québec. Vincent a joué Midget 3A. Vincent a été repêché en première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec. A joué pour les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue junior majeure du Québec. A joué pour les Olympiques. Et a joué pour Rimouski, l'Océanique. Vincent a été repêché par les Sénateurs d'Ottawa. Vincent a signé un contrat avec l'équipe de la Ligue nationale, les Sens. A joué dans la Ligue américaine. A joué dans la East Coast. Et a joué en Europe. Alors, j'ai une petite idée du parcours, puis comment ça marche. Alors, le faux débat dans tout cela, c'est les Québécois avec le Canadien. Le vrai débat, c'est
les Québécois qui jouent dans le pro. Et c'est à ce moment-là que ça devient d'intérêt politique. À savoir, comment ça se fait qu'on a de la misère à avoir plus de Québécois qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale? Si c'est un objectif de société, mettons que c'en est un. Eh bien, autant qu'on serait fier d'avoir des nageurs olympiques québécois qui sont dans l'équipe canadienne, autant qu'on serait content d'avoir des virtuoses du violon québécois dans une grande orchestre, comme on est fier d'un chef qui est chef d'orchestre qui performe à New York. C'est la même chose, là, un grand auteur qui peut publier, puis c'est un best-seller mondial, puis c'est un Québécois. On est aussi fiers pour notre sport national. Et la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à produire des joueurs de hockey? Il y a un temps qu'on produisait des vedettes offensives. Après ça, il y a eu un long moment où on produisait d'excellents gardiens. Puis le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de conclure qu'on produit plus d'arbitres. D'ailleurs, un gars de Gatineau, entre autres, il y en a deux en fait, que je connais moi, qui sont dans la Ligue nationale. Deux de Gatineau. C'est extraordinaire, mais des arbitres, tu sais. Parce qu'on ne produit plus de joueurs. Pas bien, bien. C'est très difficile. Et là, le gouvernement puis l'Assemblée nationale peut se questionner. Oui, on peut se questionner. Est-ce que, pour favoriser le développement de nos joueurs, est-ce qu'on a les infrastructures sportives pour le faire? Non. Regardez là, Gatineau. Là. Regardez à Gatineau. Là. Ça fait 3 ans qu'ils chicanent pour être capable de bâtir un 4 glaces dans le plateau, puis ça retourne à la case départ, parce qu'ils sont même pas capables de trouver un modèle pour attirer le privé de bâtir un aréna. C'est de la bullshit, là. C'est parce que l'offre sur la table n'est pas assez bonne. Parce que c'est pas payant de bâtir un aréna si t'as pas un contrat de location de glace avec la ville. Rappelez-vous le saga avec Gertin. Il a fallu avoir un projet de loi privé pour dire je donnerai pas d'appel d'offres, m'a donné ça gratos, 104 millions gratos à un groupe. T'sais, on n'a pas de modèle on a un problème d'infrastructure, de glace. Ça, c'est la première chose. On a toutes sortes de contraintes gouvernementales par rapport à la Ligue junior majeure du Québec qui n'existent pas ailleurs. Quand l'Assemblée nationale se mêle les batailles, puis ouais donc. T'as pas ça en Ontario, développe des joueurs dans l'Ouest, t'as pas ça. Quand tu regardes la structure d'Hockey Québec, qui est à revoir, je pense que c'est une structure qui a montré récemment sa totale incompétence. Regardez juste la structure de Midget 3A, quand tu fais jouer des joueurs de 17 ans. Tu sais, il y a toutes sortes de choses reliées au monde du hockey présentement au Québec qui clochent. Puis on se fait damer le pion. On a de moins en moins de Québécois, même dans la Ligue junior majeure du Québec, parce qu'il y a beaucoup de gens de maritimes, il y a des Américains. Nos plus grandes vedettes chez les Olympiques, c'était qui? Ben, c'était des gars qui n'ont pas été repêchés en Ontario, puis des Giroux de ce monde, puis des Byron de ce monde qui sont arrivés avec nous autres. Alors, il faut se questionner là-dessus. Et c'est pas parce qu'on manque nécessairement de talent, mais on n'a pas d'infrastructure. On a des programmes sport-études qui sont mal adaptés. On a la chicane entre Hockey Québec puis le milieu scolaire. On a une incompétence totale à Hockey Québec qui nivelle par le bas. Et on a malheureusement une structure de développement de hockey qui est habitée par des bénévoles. Puis quand tu enseignes le piano, c'est pas parce que tu es bénévole que tu es bon. C'est parce que tu es un bon pianiste. Bien, nous autres au hockey, par définition, si tu es bénévole, tu es bon. Bullshit. Alors, peut-être qu'il faut revoir ça. Les Américains, notamment sur la côte Est, nous ont planté un modèle de développement de l'élite. On a assez peur d'élever. Nous autres, on nivelle par le bas au hockey au lieu d'élever puis de faire jouer les meilleurs ensemble. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre du modèle partout qui nous entoure de développement de joueurs de hockey. Et aujourd'hui, donc, le vrai drame, c'est pas que le Canadien n'a pas de joueurs québécois, parce que de toute façon, il y en a deux, mais ils sont blessés, mais puis Jonathan Drouin joue avec Vincent, ou contre Vincent, puis avec Vincent, puis etc. Mais l'enjeu, c'est pas ça, parce qu'il y en a des joueurs de la Ligue nationale qui sont des Québécois. Puis c'est pas une question que le Canadien est capable de repêcher ou non, parce que, bottom line, il faut que tu repêches au bon rang. Puis il faut que tu sois capable de gagner une game de hockey dans la Ligue nationale avec peu importe, le meilleur au monde. Tu as 4 ailiers gauche pour le Canadien de Montréal, mais tu veux avoir les 4 meilleurs ailiers gauche disponibles pour jouer pour le Canadien. Je m'en sac, moi, de la langue qui parle. L'enjeu n'est pas pour le Canadien. L'enjeu est dans l'ensemble de la Ligue nationale. Puis on ne produit pas assez de Québécois.
C'est le grand drame. Puis si le Journal de Montréal peut ouvrir les yeux aujourd'hui que notre situation de développement d'hockeyeurs est précaire au Québec, bien, tant mieux, parce que ça va peut-être permettre à plein de monde d'ouvrir leurs yeux grand, là, devant les trous du hockey mineur, qu'on a de graves problèmes de développement. Il serait temps d'y voir. Si on insiste pour avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale, pas juste avec les Canadiens de Montréal. Alors, aujourd'hui, on va avoir l'indice du jour. Je vous donne, on va se réjouir que ce soit le mot rouge. Rouge est l'indice du jour. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.